Mais chaque fois, j'ai ce réflexe de dire, mais en fait, je ne connais rien. Et ça... Ouais, mais c'est ça qui est génial. Parce que, ok, il y a la montagne qui est encore devant, mais chaque centimètre de gagné, il est aussi très jouissif. Et se dire, il nous reste tout ça à faire, c'était génial, j'ai encore tout ça sur le chemin. Enfin, nous, c'est aussi un des trucs qui drive, pas juste nous deux, hein, c'est toutes les équipes. Le côté pionnier, on fait partie peut-être des pionniers, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est de se dire, on a encore tellement à découvrir et à inventer. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'avenir du retail et tout l'impact du Web3 sur la transformation que ces grandes enseignes vont devoir traverser. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui, Benjamin. Oui, moi aussi, je suis ravi de commencer cette année avec vous, Stéphanie et Nicolas. Donc, je vous présente rapidement. Donc, Stéphanie Zolesio, tu es directrice générale immobilier et innovation pour le groupe Casino, qui est un des leaders français du retail. Groupe Casino, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de marques, l'agroalimentaire, les objets, le retail, l'hi-fi, etc. Et puis Nicolas Joly, qui est président des activités immobilier et innovation aussi au sein du groupe Casino. Et vous êtes tous les deux membres du comité exécutif déjà de chez Casino. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous êtes chargés tous les deux des activités Web3. Et Dieu sait si s'est passé des choses pour vous dans le Web3 depuis 2 ans maintenant, je crois. Parce qu'on a vu Leader Price, une de vos marques, qui a acheté un territoire dans Sandbox pour proposer un jeu sur des bons d'achat qu'on peut obtenir si on gagne dans le jeu. Et puis il y a Monoprix aussi, des NFT qui sont faits par des artisans pâtissiers et un designer aussi. Et puis, il y a eu une tentative de stablecoin, enfin une percée dans les tokens, dans la crypto-monnaie en fait, qui serait une crypto-monnaie Casino pour bénéficier d'avantages, j'imagine. Mais ça, on va en parler ensemble. Bonjour Stéphanie, bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être là. Merci. Merci de nous recevoir, vraiment. Génial. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Ouais, on est ravis de démarrer l'année avec vous. Ouais, vous êtes le premier là, vous êtes le premier podcast, enfin le premier enregistrement, il sera diffusé d'ici 3 semaines. Alors, ce qui est génial avec vous, c'est qu'en fait, contrairement à plein de marques qui ont lancé en 2021, 2022 des projets NFT, on se rend compte qu'en fait, vous avez embrassé la technologie Web3 vraiment pour entamer une transformation sur plusieurs enseignes et donc, comme on en a parlé en off, sur plusieurs métiers, plusieurs verticales métiers. Donc l'idée, c'est pas du tout d'être dans la hype, l'idée c'est vraiment d'entrer dedans et donc vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez envie de commencer par quoi ? Peut-être effectivement vous dire que c'est une vision industrielle de long terme qui drive ce qu'on fait, qui guide ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça que finalement tout ça est guidé par les activités immobilières. Ça a été initié par la branche immobilière, ce qui est assez atypique. On n'est pas l'équipe innovation, on n'est pas l'équipe digitale, on est l'équipe immobilière et c'est la vision industrielle qui nous guide. Comme on l'a fait sur des actifs physiques, des centres commerciaux il y a 20 ans, comme on l'a fait sur une marketplace chez Cdiscount par exemple il y a 10 ans. Et qui est une filiale du groupe, les gens. Qui est aussi une filiale du groupe, il n'y a pas que des magasins physiques. Et donc l'enjeu c'est vraiment ça, c'est de se dire il y a quelque chose d'énorme qui potentiellement est en train de se passer. On a la conviction qu'il y a un potentiel disruptif très très fort autour du Web3 qui peut créer de la valeur sur nos actifs et pour nos clients. Nous, on a 8000 magasins sur tout le territoire français, donc on a des points de contact tous les jours avec nos clients et on est convaincu que le Web3 pour eux, ça peut être un support pour créer de la valeur. Donc on y va avec cette vision industrielle de long terme et avec une approche sur 2 jambes, une approche en test and learn, donc on en parlera. Benjamin, déjà, tu as commencé à nous citer quelques exemples de ce qu'on avait pu faire. Vous verrez qu'il y a pas mal d'enthousiasme dans ce qu'on fait, dans tous ces POC qu'on met en place. Et puis, une approche pédagogique. On en parlait un peu en off tout à l'heure. Tout ça n'a de valeur que si les gens vont dans le Web3 demain. C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures, donc ce qui compte, c'est cette passerelle, ce trait d'union. Et donc, chaque fois qu'on peut le faire, on essaye de prendre la parole pour faire de la pédagogie, pour parler à nos clients d'aujourd'hui qui posent des questions, qui s'intéressent au sujet, pour qu'on leur montre la valeur que potentiellement ils peuvent gagner demain, parce qu'on est convaincu que demain, après-demain, en 2025, 26, 27, ça sera peut-être une partie du parcours client et que là, on pourra créer de la valeur pour eux. Voilà, donc en gros, ce qui anime un petit peu notre action. Donc vous voyez, c'est pas de la com pour de la com ou de l'innovation pour de l'innovation, on est vraiment là avec une vision très industrielle qu'on a lancée il y a maintenant presque 2 ans en réalité, parce que nos premières réflexions, c'était bien début 2021, je crois, Stéphanie, non ?
Oui, tout à fait. Les réflexions datent de cette période-là. Et les tout premiers investissements, parce que nous, on aime bien pas juste réfléchir, mais faire et faire des tests. C'est hyper important dans la démarche. Je pense qu'on y reviendra parce qu'on a embrassé une démarche qui n'est pas exactement similaire à ce qu'on a pu voir chez tout le monde, en tout cas. Et l'idée, c'est de faire. Et donc, le premier truc, c'était de se confronter au premier, ne serait-ce qu'investissement dans un gros groupe qui est coté. Sortir des crypto-monnaies, des crypto-actifs, etc. C'était déjà en soi un défi. Et ce premier défi, on l'avait réalisé à l'été 2021. Donc en fait, ça commence déjà à dater. Et l'idée, c'était de se confronter pas juste à de la théorie et à des grands débats qu'on voit beaucoup poindre dans les grands groupes, mais se dire on pourra en débattre une fois qu'on aura un petit peu d'expérience et de façon totalement agnostique. Ça, c'était super important pour nous aussi dans la démarche. Mais la question, c'était en fait, donc tu parles de 2021, est-ce qu'il y avait de la connaissance Web3 en interne ? C'est rétropédalons parce que vous êtes déjà et bien sûr, loin. Mais les deux Bitcoin dès le début, non, pas du tout. Donc c'est quoi le point de départ en fait ? Non, si je peux... Je sais pas, Nicolas, si tu veux prendre, mais on va vous raconter un peu les dessous qui étaient plutôt rigolos. Oui, il y avait une forme de connaissance Web3 d'individus dans le groupe qui s'y étaient intéressés très tôt, à titre plutôt personnel et curieux, et avec des investissements personnels. Et s'ils ont envie de se dévoiler, ils le feront. Mais donc, il y avait quelques personnes qui avaient un terreau déjà de culture personnelle, de curiosité, et puis il y a un terrain au-delà de ça, d'ADN, d'innovation dans l'ADN de Casino, qui est très très important. Casino est un groupe qui innove tout le temps et qui est très curieux par nature. Et indépendamment de ce terreau très favorable qu'on avait, il y a eu une curiosité au sein de nos équipes qu'on a portée au sein de la direction de notre filiale, qui était de se dire on veut innover, disrupter certains métiers, en tout cas s'interroger plus globalement. Et un peu par hasard, de façon professionnelle, on en est arrivé à, en tout cas moi à titre personnel, j'y connaissais rien, à rencontrer quelqu'un qui nous a parlé de blockchain. Et ça fait tilt assez vite en se disant en fait, c'est pas juste la techno pour la techno, ça répond à des besoins de nos métiers, nos industries, je pense immobilière, retail, et en fait nous on est quand même à la croisée des chemins, donc ça répondait quand même à pas mal de sujets, et au-delà de ça un besoin sociologique. Je suis convaincue aujourd'hui que dans la société occidentale en tout cas, il y a tout un tas de besoins exprimés par la population et par les individus, donc nos clients finaux, par exemple de ne pas partager leurs données personnelles ou des choses comme ça. On ne sait pas encore comment y répondre et comment, en tant qu'individu, on veut que les marques y répondent, mais on sait qu'en tout cas, on veut arrêter ce partage. Typiquement, la blockchain peut répondre à certains de ces problématiques. Et en fait, quand on a vu ça sur un angle moins personnel et d'investissement spéculatif que certains pouvaient avoir travaillé, on s'est dit, il y a un vrai truc, il y a un sous-jacent qui vient disrupter, et ce que Nicolas disait, la création de valeur et la façon dont on l'organise dans la boîte. Et là-dessus, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue plus professionnel et comment on le relie à nos métiers. Il est évident que le terreau favorable qu'on a eu de certaines personnes qui étaient plus éclairées sur ces thématiques-là nous ont permis probablement de gagner du temps dans la gouvernance et les décisions à porter, du coup, d'y aller, quoi. Moi, j'y connaissais rien et donc, c'est la preuve qu'en 18 mois... sans être des grands spécialistes, et on ne pourrait pas prétendre ça, en tout cas on peut toucher du doigt ces thématiques. Il y avait déjà quand même l'intelligence, la tendance à l'innovation qui a fait que vous étiez à l'écoute, parce qu'il y a plein de boîtes où il y a des gens qui arrivent avec des idées formidables, et il n'y a jamais rien c'est pas forcément un élément déclencheur. Ouais, non, complètement, mais je pense que Stéphanie l'a bien dit. En fait, le Casino a traversé 3 siècles, donc c'est un vieux groupe, mais pendant ces 3 siècles, on n'a pas arrêté d'innover et de donner la capacité aux gens d'aller saisir les innovations. Encore une fois que Stéphanie et moi, avec notre casquette immobilière, on nous donne l'opportunité d'aller se saisir de sujets Web3, c'est quand même assez baroque, finalement, quand on y pense. Enfin, je vois pas d'autres exemples là-dedans. Et encore une fois, on l'a fait parce que finalement, il y a d'une part cet ADN et qu'on est très tourné métier. On parlait l'importance du métier, et quand on gère de l'immobilier, en fait, je gère un actif de flux et je crée de la valeur autour de ce flux client, comme on le fait sur la marketplace qu'on expliquait tout à l'heure, et dans le Web3, on a le même sentiment. C'est-à-dire que demain, s'il y a, c'est ce qu'on dit souvent, nous, une personne sur 4 qui passe 1 heure par jour dans le Metaverse, par exemple, pour prendre cet exemple-là, parce qu'on ne s'intéresse pas aux milliers de milliards de dollars qui seront dedans, mais on s'intéresse aux gens, et bien ce flux, on est capable de le valoriser. Et on est capable de le valoriser dans des logiques B2C. Donc ça, c'est vraiment ce qui a drivé
nos initiatives Metaverse, NFT en dialoguant avec les enseignes. Et alors là-dessus, on a un terrain de jeu qui est fantastique chez Casino, parce qu'on a Monoprix, on a Leader Price, on a Franprix, on a Casino, on a Géant. Donc on avait énormément d'enseignes avec des populations, des clients très différents. Et puis des cas d'usage B2B. Nous, on vient de l'immobilier avec Stéphanie. Et dans l'immobilier, vous avez des cas d'usage B2B. Quand vous construisez un centre commercial, en fait, construisez un espace de flux pour des enseignes qui vont parler à des clients. Et puis là-dessus, vous venez greffer des investisseurs qui vont valoriser ces actifs dans une logique financière. Et donc là, on peut aussi se dire finance décentralisée, les actifs du monde réel qui vont sur la blockchain, etc. Donc on a vu tous ces cas d'usage et on a laissé de côté la spéculation. Encore une fois, on n'est pas là pour spéculer sur Bitcoin, sur quoi que ce soit, même sur Sand ou autre. On est là pour des cas d'usage à moyen long terme. Donc c'est vraiment ça qui nous a drivé. Ouais, pardon, je te coupe, mais tu viens d'évoquer le Sand. Alors, ma question allait porter sur Sandbox. Donc effectivement, c'est ça. Et avec Stéphanie, je sais qu'elle en parle aussi. Vous avez abordé ça par la voie immobilière. Ce qui est assez amusant, ce qui est assez étonnant parce que évidemment, en général, c'est les gens du marketing ou les gens de la vente qui s'intéressent à des lands, donc des territoires. Rappelons pour ceux qui ne sont pas habitués, donc dans les métaverses de type sandbox, donc des univers virtuels, il y a des cartes comme une ville en fait, qui est bien normée. Comme un cadastre. Quand on parle immobilier. Oui, comme un cadastre. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. D'ailleurs, quand on voit un peu la vue d'en haut quoi, du plan sandbox, tout est, ce sont des parcelles en fait, hein, comme complètement. Comme quand on décolle en avion. Donc, on va faire les liens immobiliers. Et donc, vous avez abordé ça par l'immobilier en disant, mais nous, de l'immobilier Casino, on va acheter un land, on va acheter un territoire, ça fait partie de l'immobilier, et on va imaginer que ces univers virtuels deviendront le lieu habituel des consommateurs dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Est-ce que c'est ça que vous avez alors, en fait, on ne s'est pas forcément dit le lieu habituel. Je nuance un tout petit peu quand même, parce qu'on s'est dit, ça va être un des lieux possibles. Ouais. Moi, j'ai aucune réponse, je pense que personne ne l'a aujourd'hui. Et un an plus tard non plus? Pas de réponse un an plus tard? Pas d'indication? Non. Okay. Non, habituel, je sais pas. En tout cas, ce sera une des briques, je pense, de l'omnicanalité de nos clients. Nous, on a vécu dans les centres commerciaux il y a 15 ans le fait que tout le monde m'expliquait que le retail physique était mort parce que les sites internet étaient marchands. Sincèrement, aujourd'hui, je pense que plus personne n'oserait dire une chose pareille. Les deux fusionnent, on parle de digital, on parle de plein de trucs. Et je pense que, et nous pensons que les métavers seront probablement un des usages possibles dans le parcours client, du lien, de la marque à l'enseigne, etc. Nous, plusieurs choses là-dessus. Le premier, c'est qu'on s'est plutôt dit, OK, il y a un truc qui est en train d'exister, qui a quand même, on pense, la possibilité de craquer un use case possible de comment on relie finalement du digital, du virtuel, du physique dans ce monde-là, qui en fait est avec un prisme et une mosaïque d'utilisation différentes possibles du magasin. Le magasin, il peut avoir plein de formes différentes et c'est pas forcément d'ailleurs un magasin, ça peut être ce qu'on a fait, un jeu, une expérience du parcours d'achat, une expérience, ça peut être une université demain, ça peut être des conférences, ça peut être un lieu où on va travailler. Enfin, en fait, il y a une infinité de possibilités, donc ça c'est déjà un premier point. Donc on veut l'explorer parce que c'est probablement un usage sociologique en fait de comment, pas juste des clients, mais des individus vont se comporter demain, il faut qu'on le comprenne. Voilà, et peut-être que c'est pas ça la réponse, mais en tout cas on aura compris des choses. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, c'est de se dire, nous, en fait, dans les métiers et la façon dont on l'a abordé, qui est très immobilière, en effet, c'était de se dire, quand on regarde comment c'est construit, ça a été construit à la base plutôt pour du gaming et des gens qui étaient tournés autour du gaming avec des joueurs. Mais quand on arrive avec un regard immobilier, on se dit, en fait, j'ai mon cadastre, ce qu'on vient d'expliquer là, j'ai des règles de savoir-vivre et de copropriété presque, voilà. Je peux derrière avoir des gens qui spéculent, mais comme dans la vraie vie, vous avez des gens qui spéculent sur l'immobilier, Dieu sait, oui. Et puis on se met pas n'importe où, hein, pardon, je te coupe, mais donc on choisit ses voisins. Donc, exactement, et c'est là que je veux arriver. C'est qu'en fait, une parcelle proche, je veux pas faire de pub pour une enseigne plus que une autre, mais une enseigne proche d'une grande marque américaine qui vient d'acheter sa parcelle, cette parcelle-là, voisine, elle vaut forcément un peu plus cher parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait plus de flux. On en revient à ce que disait Nicolas. En fait, c'est des actifs de flux de visiteurs, de flux de data, du coup, et probablement de flux financiers. Et inversement, une parcelle qui est tout au bout avec personne autour ou des gens pas connus, forcément va valoir moins cher. Donc, on commence à avoir, du coup, des actifs qui ne sont pas
fongibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exactement les mêmes, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes valeurs. Et en fait, très vite, vous avez des logiques immobilières d'emplacement, de qu'est-ce qu'on a construit dessus, une parcelle vide ou une parcelle où il y a déjà, je ne sais pas si c'est bâtiment dont il faut parler, mais en tout cas des choses faites dessus et des expériences proposées, ça n'a pas le même prix. Du coup, derrière, il y a aussi des notions d'investissement. Très, très tôt, quand on s'y intéressait, il y avait déjà des fonds d'investissement autour du Metaverse qui étaient en train d'être constitués. Donc, il y a une logique financière derrière, c'est évident. Et il y a surtout une logique aussi presque vraiment immobilière de marques, on le sait, qui veulent aller tester des choses ou avoir un événement 15 jours, mais pas forcément investir. Et donc, nous, notre métier qui est quand même à la base de fabriquer des espaces pour que les enseignes s'expriment, en fait, les logiques et les méthodologies sont à peu près les mêmes. Alors, au lieu de travailler avec des grandes entreprises cimentières pour fabriquer des centres commerciaux, on va travailler avec des studios. Au lieu de travailler avec des architectes, je veux aussi regarder comment on met les règles du bâtiment en code. Et voilà, donc on a des gens avec lesquels on travaille qui sont différents, mais les logiques restent quand même malgré tout assez similaires. Plein de et dans métiers, l'usage d'ailleurs. moins gaming, on peut rajouter un usage business beaucoup plus proche de nos métiers. Et nous, on est le trait d'union dans le groupe entre l'écran de nos enseignes et ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment aux enseignes, par contre, de prendre la parole et de donner leur... Oui, parce que l'essentiel, c'est pas tant d'acheter un terrain, en fait. C'est qu'est-ce que je vais faire dessus. Et en fait, pour reparler de Sandbox, ce qui nous a guidés dans Sandbox, c'est pas je veux acheter un terrain dans le Metaverse. Parce qu'il y a d'autres Metaverse, il y a Decentraland, il y a CryptoVoxel, enfin, on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, on n'a pas acheté que dans The Sandbox. On a acheté dans plusieurs, parce qu'on a des expériences différentes, on peut faire des choses différentes, et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas allé acheter un foncier sur OpenSea, c'est qu'on est allé rencontrer les équipes pour comprendre les projets. Parce que ce qui nous intéresse, c'est, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Qu'est-ce que je peux faire moi pour mes enseignes et pour mon flux client ? Qu'est-ce qui est pertinent ? Et pour tirer la pelote de l'exemple Sandbox, quand on a rencontré Sébastien Borget et ses équipes, on a vu que c'était très gaming à cette époque-là. Et ça a tout de suite nous matché avec l'enseigne Le Club Leader Price. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. C'est que c'est une enseigne qui est 100% digitale, qui présente à peu près 1000 produits du quotidien, qui est dans une logique promotionnelle, bonne affaire, etc., avec donc une clientèle qui est 100% digitale, communauté qui est très active sur Facebook et qui a ce sens du jeu et qui de répond, la promo, qui répond beaucoup au jeu. Voilà, qui est très responsive à ces sujets-là. Et donc là, on s'est dit, c'est parfait pour un jeu qui va permettre de faire la passerelle entre le monde physique et puis le monde du Metaverse, dans lequel, via un jeu, via leur avatar, via des quêtes, ils vont pouvoir gagner des gains promotionnels complémentaires. Donc en fait, on est allé chercher des projets qui avaient un support qui s'appelle le Metaverse et du foncier virtuel, mais tout ça n'avait de sens que parce que le projet qu'on pouvait développer dessus était pertinent au regard de cette enseigne-là. Et en fait, sur les NFT, c'est exactement la même chose aussi. Mais vas-y, Claudia. Non, de la cible. Non, mais c'est passionnant. En fait, la question que je voulais poser, tu viens d'y répondre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tu dis que vous avez, dans le nombre d'enseignes que vous avez, des cibles différentes. Et donc, ça démultiplie les possibilités de test and learn. Et c'est ça qui est génial, parce que parfois, tu as des enseignes qui n'ont qu'un seul type de client. Ouais, et en fait, un truc, tu vois, à ce sujet qui est assez rigolo, ça a été la première fois qu'on a lancé des NFT créés par le groupe Casino. On a lancé la même semaine des NFT créés par Monoprix et des NFT créés par Leader Price, sur des logiques complètement différentes, et c'était assumé et volontaire, parce que comme on est en plus dans une phase de test, déjà c'est bien de tester plusieurs choses, et ensuite évidemment je crois que j'ai pas besoin de faire un dessin pour ceux qui connaissent les enseignes, le Club Leader Price ou Monoprix, on va pas retrouver les mêmes logiques et les mêmes ADN de marque, quoi. Donc forcément on fait des choses différentes. Donc d'un côté Monoprix a lancé des NFT sur un mode collaboratif, c'est-à-dire en prenant des grands artistes de renom pour les associer, et comme d'ailleurs Monoprix le fait dans ses magasins, parce qu'il y a toujours chez Monoprix beaucoup de collaborations d'artistes avec des grandes collections. Des artisans en fait, hein, c'est ça, plus que des artistes. Vincent Darré, c'est un designer très célèbre qui avait longtemps collaboré avec Karl Lagerfeld avant de lancer ses propres créations, donc qui
très connu et avec lequel on avait déjà collaboré dans nos magasins physiquement sur des collections très précises par le passé. Et Yazid Hicham Rahem, qui a été élu le meilleur pâtissier du monde et qui du coup nous a créé en fait le beau, le bon. On avait le beau avec un sonaré, le bon, voilà, qui sont les deux credos de Monoprix. Mais artistes parce qu'ils ont réalisé des œuvres picturales. Ouais. Exactement. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un NFT autour de leur création, donc image, voilà, avec derrière Monoprix qui expliquait au travers d'un petit site internet où on peut retrouver nft.monoprix.fr les œuvres, leur histoire derrière. Et ça peut donner lieu derrière à des activations qu'on ne s'interdit pas de faire autour de ça. Et la même semaine, 3 jours après, on avait les NFT Leader Price qui étaient lancés, indépendamment du jeu The Sandbox. On avait par ailleurs créé une collection, donc une famille de 10 types de NFT, c'est-à-dire tous les métiers un petit peu qu'on peut retrouver de l'enseigne de la grande distribution, avec des petits personnages avatars, le livreur, le déménageur, le vigneron, etc. Et chacun de ces NFT, lui, contrairement à Swan Monoprix, était envoyé gratuitement aux clients qui le réclamaient et donnait lieu à des réductions derrière sur toutes les commandes. Le vigneron, on a des réductions sur la cave. Le livreur, on a les frais de livraison qui sont offerts pendant un certain temps. Okay. Le déménageur, c'est sur le produit de la maison et ainsi de suite. Et plus on utilise le NFT, plus son avatar physiquement va évoluer et grandir avec des caractéristiques uniques qui le rendent unique et qui en font un avatar ensuite dans un Sandbox qui est par exemple qui est unique. Et en même temps, son discount ou son avantage qu'on a gagné grandit lui aussi. Donc c'est un système qui est à la fois de fidélisation et d'engagement du client, mais en même temps qui permet de faire du drive to store, puisque le but à la fin, c'est bien d'avoir une commande et des commandes qui sont toujours plus activées. Ouais. Et enfin, sur cette partie-là, du coup, ça nous a permis aussi d'activer sur l'application, parce que c'est une application qu'on a lancée, elle est LCLP Wallet, de pouvoir même faire échanger les NFT des clients qui ont eu le vigneron mais qui voulaient en fait le déménageur et inversement, et d'engager une communauté autour de ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux trucs qu'on a lancés la même semaine, donc on ne pouvait pas dire qu'il y avait un momentum de marché qui était meilleur à ces deux moments différents. En fait, les deux ont très bien fonctionné. Ouais, en fait, c'est vraiment le grand écart. Tu vois, entre les deux, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est payant, l'autre qui est gratuit. Il y en a un qui est très artistique, l'autre qui est très utilitaire, et tout a marché. C'est du test and learn très différent avec des ADN d'enseigne qui sont aussi très différents. Mais est-ce que les clients savaient ce que c'était un NFT? Est-ce que c'était formulé comme tel? Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait de la blockchain? Ou est-ce que c'était juste, le client vivait juste une expérience? Alors justement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, l'autre jambe, au-delà du test and learn, c'est la pédagogie. Donc dès qu'on peut, et dès qu'on a une initiative, on prend la parole pour essayer de donner les clés du Web3 à nos clients, pour être capable, justement, et quand on a fait les NFT Monoprix, on a fait un site. Expliqué. C'est très bien on fait. On leur a dit, voilà, pour le qu'est-ce MetaMask. que c'est un NFT? Ouais. Tu y es allé, Benjamin? Oui, bien sûr. J'ai vu toute la procédure pour installer un MetaMask, pour mettre de la crypto dedans, enfin sur le onboarding, comme on dit, c'est-à-dire l'accès à ces technologies pour le grand public, c'est vachement bien fait. C'était courageux d'ailleurs, parce que faut reconnaître que commencer il y a 9 mois. À expliquer un MetaMask il y a 9 mois. Une éternité. Un très grand. Une éternité. Donc ça, c'était bien fait. C'était avec des partenaires. D'ailleurs, il y a des partenaires techniques du type Ariani. Et Ariani, non? Alors, sur la partie Monoprix, on l'a fait avec nos prestataires qui nous ont accompagnés là-dessus, mais qui n'étaient pas Honest et Ariani. Pour la partie Leader Price, c'était avec Ariani qu'on a lancé cette application et la collection NFT. Et après, plus tard, au mois de juillet 2022, on a lancé une autre initiative où on a été beaucoup plus loin encore dans la pédagogie. On est sorti de l'explication Internet et du tutoriel. On est allé physiquement dans les magasins. Donc, on ne pouvait pas le faire dans tous les magasins de France. Donc, on en a choisi 3 assez emblématiques, donc des Monoprix à Gare Montparnasse, Champs-Élysées et Beaugrenelle. Et donc, sur ces 3 magasins, on a mis en place un dispositif où physiquement des NFT pouvaient être achetés sans crypto-monnaie et sans avoir préalablement créé un wallet. On expliquait quand même ce que c'était, avec un dispositif où on a reparti avec son NFT, mais aussi des produits physiques, des avantages dans l'enseigne avec 1 an d'abonnement gratuit au service qui s'appelle Monoplix, qui permet d'avoir moins 10% sur toutes ses courses toute l'année. C'est quand même une vraie utilité. Et sur le magasin de Montparnasse, on a mis en place un dispositif pédagogique avec des partenaires où là, on a retrouvé notamment Honest, qui nous a accompagnés sur la borne,
où on a expliqué avec d'autres gens que nous, parce qu'on n'est pas les plus sachants, qui venaient mieux expliquer avec leur vision ce qu'était un NFT, ce qu'était un wallet, ce qu'était la réalité virtuelle. On a fait tester des casques de réalité virtuelle gratuitement à nos clients. L'immersion. Et donc ça a été une pédagogie utile, je pense, pour certains clients qui n'ont pas forcément tous franchi le pas d'acheter leur premier NFT, mais qui en tout cas sont partis en nous disant « ça y est, on a compris ». Et entre on a fait des petits sondages, entre les gens qui, avant d'arriver sur le stand ou après de passer par le stand, nous disaient en fait, j'avais rien compris avant et je voyais pas l'utilité. Maintenant, c'est sûr, je comprends quelle est l'utilité pour moi, individu. Ouais, et ça, c'est le premier enseignement de tout ce qu'on a fait. On a toujours eu un retour extrêmement positif de tous nos clients sur ces initiatives-là. Ouais. Merci de rendre ça accessible. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller aujourd'hui, qu'on va y aller demain, mais déjà, ça y est. Est-ce que je comprends ce que je lis dans la presse tous les jours. Est-ce que vous avez des stats sur vos clients qui ont vraiment downloadé un wallet, qui ont vraiment récupéré le NFT? Vous savez ça? Combien? Par exemple, sur Leader Price, on peut donner quelques chiffres. Si tu veux, Stéphanie, vas-y, mais on a à peu près 40% des gens qui ont clémé. 40%. En fait, le call to action, ce qu'on appelle le call to action, qui est vraiment une fois que tu as envoyé le truc, combien vont vraiment derrière l'utiliser, etc., est beaucoup plus élevé. On est à peu près à 40% sur la partie Leader Price, donc c'était quand même une belle surprise. Alors, le test, faut relativiser, tout ça a été sur un nombre assez réduit. On n'a pas non plus été touché des millions de personnes, mais en tout cas, sur ces tests-là, c'était très réussi. De la même façon, sur le contenu pédagogique qu'on a présenté dans les magasins, ce qu'on discutait à l'instant, ce dont on discutait à l'instant, il y a eu 87% de mémoire des gens qui, après être passés par le stand, nous disent « ça y est, j'ai vu une utilité », et alors qu'avant d'être passés sur le stand, ils étaient à peu près ils étaient à 40 et quelques pourcents qui nous disaient avoir déjà entendu parler vaguement des sujets blockchain. Donc, on voit qu'on arrive assez facilement à créer de la curiosité, de l'intérêt et à susciter, là encore, ce qu'on cherche à faire, un terreau favorable pour une démocratisation au-delà de la vulgarisation, qui est la première étape. Une fois qu'on a vulgarisé, il faut démocratiser. Nous, notre but, c'est pas que tout le monde le fasse. Notre but, c'est de dire, est-ce que ce terreau qui est là, derrière, peut être activé intelligemment, à la fois pour servir évidemment la marque qu'on représente, mais aussi le client et améliorer la relation, c'est un peu ce qu'on disait au début, sociologiquement, entre les attentes des clients et ce que nous, on est capable de leur proposer. Et comment on peut créer de la valeur pour le client? C'est ça qui est clé. Et l'exemple que Stéphanie évoquait tout à l'heure, tu vois, avec les NFT Leader Price qu'on peut s'échanger sur une plateforme d'échange qu'on a fait avec Ariani qui est safe, qui est assez simple. Le sujet, c'est pas juste de s'échanger, c'est à travers cet acte d'échange, je sais pas, j'ai 2 cavistes et toi Claudia, t'as 3 boulangers, hop, on s'échange des choses qui ont de la valeur, parce que Stéphanie le disait, j'ai un gain direct sur mon acte d'achat, je paye moins cher le rayon boulangerie, je paye moins cher la cave, mais je comprends à travers cet acte d'échange la potentialité d'un NFT. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de comprendre le code du smart contract, savoir ce que c'est. En revanche, ça me permet de comprendre que je suis propriétaire, moi, de quelque chose et que je peux faire quelque chose. C'est-à-dire, je peux te le donner à toi, Claudia, et toi, tu me donnes le tien. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Demain, je peux le vendre, je peux le louer, c'est ça, donner les clés. C'est ça qui est intéressant parce que, en fait, ça vient améliorer l'expérience d'utilisateur en magasin. Parce que, moi, je suis client chez Intermarché. Ne m'en veuillez pas. Ah non, mais on les aime bien. Il n'y a pas de problème. On les aime bien. On a le droit d'aller chez plusieurs enseignes. Mais l'expérience utilisateur est très années 80. Donc, en fait, en gros, tu arrives à la caisse. Si tu n'as pas ta carte de membre, enfin ta carte, tu fais scanner pour tes points, tu perds tes points. Alors, elle te dit, oui, non, je peux vous chercher dans l'ordinateur. Bon, une fois sur deux, pour autant que tu n'es pas un orthographe commun, on ne te retrouve pas, donc tu perds tes points. Donc déjà, tu as de la frustration. Après, elle te donne des petits tickets de valorisation. Donc, tu as gagné, tu peux économiser 50 centimes ou 1 euro sur tel produit. Ben, moi, la plupart du temps, je les prends pas, parce que c'est sur des produits que je n'utilise pas, sur des produits que je n'achète jamais et je ne vais pas les acheter pour bénéficier d'une... Et donc, le sentiment comme ça de ne pas être prise en considération par la marque, puisqu'en fait, elle ne me parle pas, elle ne parle pas mon langage, et la frustration, parce qu'effectivement, je ne suis pas le profil à me balader avec la carte Intermarché. Et donc, on se dit, mais tiens, finalement, on est en 2023 maintenant, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que vous ne pouvez pas me proposer autre chose? Des avantages plus personnalisés. Et là, ce que tu expliques, Nicolas, c'est que si je reçois des petits boulangers,
mais que malheureusement je mange pas de pain, mais que je bois du pinard, je peux les échanger contre le vigneron. Exactement. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai pas cette frustration de me dire, zut, j'aurais pu être récompensée, mais en fait, je suis récompensée avec un truc qui m'amène juste de la frustration. Ça m'intéresse pas. Ouais. Et en fait, il y a deux sujets. C'est que tu peux, même si l'enseigne s'est un peu trompée, tu vois, sur ce qu'elle t'a envoyé, ou l'utilité, ou si c'est du hasard. Nous, c'est du hasard, les envois, pour l'instant. Et ben, tu peux, du coup, rectifier et reprendre la main sur l'avantage que tu veux te créer. Donc, tu redeviens acteur de ton lien à l'enseigne. Et ça, c'est quand même assez précieux parce que, quelque part, tu peux cocher ce que tu veux pas en tant qu'individu. Et pour l'enseigne aussi, on me dit souvent, mais en fait, quel est l'intérêt de le faire en blockchain? Pourquoi on ne le ferait pas tout simplement digitalement? C'est vrai qu'il y a plein de trucs très bien qui existent digitaux et qu'on peut creuser. Mais l'intérêt aussi de le faire en blockchain, y compris pour une enseigne, je trouve, c'est que ça permet de se reconcentrer sur l'acte d'achat et le comportement du client et pas uniquement sur son identité. Moi, je dis souvent, ça m'intéresse assez peu comme enseigne de savoir comment tu t'appelles, si tu es marié, combien d'enfants tu as et quel âge ils ont. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ton acte d'achat s'organise dans le temps, est-ce que tu achètes souvent, etc. On peut le savoir digitalement. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est que si j'arrive à tracer pas juste ce que tu fais et te fliquer, mais plutôt aller regarder dans ton wallet le NFT, comment il s'est comporté, à quel moment tu l'as échangé, est-ce que tu l'avais déjà utilisé beaucoup ou pas ou autre, ça me permet d'ajuster ce que je crée comme contenu et pas uniquement te pousser ce que je veux te pousser à des moments clés. Et ça permet d'agir en amont sur ce qu'on crée comme contenu, avec, je trouve, un meilleur ajustement de notre proposition d'enseigne, et à toi, si on s'était trompé en tant qu'individu, de pouvoir recorriger et reprendre la main sur ton NFT, qu'est-ce que tu en as fait, comment tu l'as utilisé, comment tu l'as un peu oui, et puis tu as raison de dire ça en précisant aussi que les consommateurs auront l'accès à ce qu'ils veulent bien montrer à la marque. Parce que les gens auront plein de wallets, il faut qu'ils comprennent que dans leur téléphone, il y aura des par exemple, de d'expliquer aux gens que quand tu as acheté quelque chose dans la blockchain, tu peux pas inverser la transaction. C'est un truc qu'il faut qu'on dise, tu vois, et nous, on fait aussi de la pédagogie là-dessus. C'était écrit dans tous les petits sites internet qu'on a pu mener, etc. Et aussi d'expliquer aux gens que tout ce que tu vas donner comme information est public et que pour le coup, les transactions sont publiques. Donc, dès le début, bien créer ton wallet pour que à la fin, si tu n'as pas envie que les gens fassent le lien avec toi en tant que personne, ce wallet reste anonyme, c'est super important. C'est aussi pour ça qu'on a tout de suite, dès la première opération, mis un tuto pour expliquer ça aux gens, en disant attention, il y a quand même des choses de sécurité qu'il faut que vous ayez en tête avant d'y aller. C'est pour ça que pour nous, faire de la blockchain sans le dire aux gens, c'est pas une bonne option parce qu'ils doivent être conscients quand même un minimum de ce qu'il faut savoir avant de s'engager là-dedans. Oui, mais tu ne lis pas l'acte d'achat à l'identité. Je prends un exemple. Imagine que je suis diabétique. Dans mes actes d'achat, j'achète des produits sans sucre. Mes actes d'achat sont inscrits dans mon wallet. Tu n'as pas besoin de savoir que je m'appelle Claudia Lemain et que c'est moi qui suis diabétique. Non. En revanche, si tu te rends compte que dans cette région, il y a énormément de diabétiques, dans tes stocks, tu vas les gérer autrement. Exactement. Il y a plein de choses que tu peux ajuster à plein de niveaux de l'entreprise, en fait. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que Nicolas parlait de l'approche métier. Et pour nous, elle est clé parce que, bien sûr, que les services innovation, marketing doivent, je pense, au moins s'intéresser à ces sujets et s'en emparer, et c'est hyper important. Mais en fait, ces sujets ils concernent la totalité des métiers de l'entreprise. Quand notre DAF et notre comptable, la première fois, on leur a dit, on va vendre des NFT dans les magasins sur des bornes, se posent des questions concrètes. Est-ce qu'il faut appliquer de la TVA? C'est des vraies questions. Et dans quelle crypto ils payaient ça? En fait, vos clients, ils payaient ça comment? En crypto ou en fiat? Non, en fiat, avec une carte bleue. C'était très simple, moins d'1 minute, parcours d'achat, un téléphone, une carte bleue. Ça, c'était l'objectif numéro 1 qu'on s'était fixé. Le test qu'on voulait valider, c'était cette idée qu'on inventait de distributeur de NFT, qui était de se dire en 1 minute 30, avec une carte bleue, je suis capable de ressortir avec un pack qui me donne un NFT sur le Web3 et des produits physiques, même si je connais rien au Web3. C'était ça la promesse, c'est ça qu'on a validé. Et la question maintenant, j'avais pas pensé vous la poser, mais là j'y vais. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez accepter que vos clients payent en crypto? On l'a fait en fait dans la toute première opération avec Monoprix qui avait la première fois fait le beau, le bon avec 2 collections de NFT différentes. Ça, c'était des paiements en crypto. Ok. Et quelle crypto? Et alors là, pour le coup, on était sur la blockchain Ethereum, donc on était en Ether. Ok. Depuis, et peut-être Nicolas, tu vas vouloir en dire un mot, je te laisse faire. Depuis, il y a d'autres usages qu'on est en train de mettre en place parce que en parallèle de tout ça,
en amont, on avait créé un stablecoin euro. Et évidemment, il y a plein d'usages possibles qu'on va pouvoir introduire mais ça, un jour peut-être. Je voudrais qu'on y vienne peut-être dans un deuxième temps parce que j'aimerais rester sur le retail, moi. J'aimerais revenir sur la nouvelle cave, la marque de vente de vin où vous avez émis des 15 NFT. Et j'ai essayé de trouver l'info, mais j'ai pas bien compris. Il s'agit de redeemable, c'est-à-dire on achète un NFT qui permet de l'échanger contre une vraie bouteille de vin. Oui. C'est un use case, ça s'y prête complètement en réalité. Pourquoi ? Parce que le vin, tu l'achètes, mais tu le bois peut-être pas tout de suite, et tu as plutôt envie qu'il soit gardé à un endroit qui est fait pour ça. Oui, c'est vrai, par un bon caviste. Mes caves chez moi, elles sont pas faites pour ça. Et, je le bois pas tout de suite, je peux avoir une envie, ou même à un moment, je peux avoir envie de l'offrir. Donc, entre le grand écart du NFT design de Monoprix et du NFT promo ludique de Leader Price, on a un autre use case qui est celui de la nouvelle cave que tu évoques, où les gens achetaient via un NFT une bouteille, en réalité. Alors, on avait aussi designé quelque chose pour qu'ils repartent avec quelque chose de physique, qui était un assez bel objet d'ailleurs, plaque en bois, etc. Mais de manière très concrète, une fois qu'ils avaient acheté ce NFT, ils étaient propriétaires de la bouteille, qui restait dans le château, qui était conservé là-bas, et le jour où tu veux le redeemer, tu burns ton NFT, on t'envoie la bouteille. Et à ce moment-là, tu peux la boire. Mais tu peux aussi envoyer le NFT à quelqu'un d'autre pour que lui soit propriétaire et le garder et spéculer même. Et on a fait ça sur l'enseigne La Nouvelle Cave a fait ça sur des bonnes bouteilles. Des grands crus. Des bonnes crus. Et c'est comme un bon de réservation. En fait, c'est aussi, on le sait, des consommations qui sont souvent différées dans le temps pour laisser le temps au vin de maturer. Mais il y a aussi parfois chez les acheteurs de ces bons vins-là un aspect spéculatif où en fait le vin peut être revendu 3 fois et c'est un peu dommage d'aller faire voyager la bouteille un peu pour rien. Excellent. Ça répond à ce double usage en fait, du consommateur et du spéculateur. C'est un bon de réservation en fait. Je réserve ma bouteille. C'est un titre porteur comme il y avait à l'époque. C'est un titre porteur. Exactement. Et ça permet bien de s'en rendre compte en fait, c'est vraiment ça. Et les gens n'ont pas besoin de connaître le smart contract, peu importe. Mais c'est ça un NFT. En fait. Mais on peut imaginer que du coup votre métier se transforme, puisque je pourrais très bien habiter un petit appart à Paris, mais être vraiment amateur de vin et ne pas avoir l'occasion de stocker mon vin. Mais par contre, je ne vais pas louper l'opportunité, donc je réserve mon vin. Le NFT me garantit qu'en fait, vous allez me le garder. Et puis je viens le chercher quand j'ai un dîner. En fait, c'est ça. Oui. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait un des cas d'usage qui sont imaginables. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose dans 5 ou 10 ans. Et c'est quelque chose qui a été travaillé avec la maison Bouet, qui est évidemment très, très célèbre. Intéressant. Et sur lesquels on a aussi, et je trouve que c'est aussi une bonne façon d'aborder l'aspect B2B aussi que nous on met en place avec ça, c'est aussi de dire qu'on peut pas proposer des nouveaux types de partenariats avec nos prestataires, on a parlé d'Honest tout à l'heure, mais aussi avec nos fournisseurs, pour aller vers d'autres usages aussi et un twist de nos métiers où on élargit la gamme des services que le groupe Casino est capable de proposer au sein de ses enseignes. Ouais, mais là, ça veut dire qu'alors, la personne qui est dans le magasin, elle doit connaître sa matière. Elle doit savoir de quoi elle parle. Faut former. Donc, nous formons nos collaborateurs. La boucle est bouclée. Oui, intéressant parce qu'en fait, on en parlait en off, mais il y a beaucoup d'enseignes qui ont lancé des projets NFT, des projets blockchain dans tous les sens en 2021-2022. Mais les employés n'étaient pas forcément des ambassadeurs du projet. Et quand on se retrouvait donc en expérience utilisateur en magasin, eh bien, il n'y avait pas le relais. Il n'y avait pas de porteur de bonne parole, il n'y avait pas de lien avec le client entre le projet qui était lancé par un département de marketing et le client qui, lui, cherchait de la réassurance en magasin avant de passer à l'acte. Et donc, vous avez, comme pour le reste, tout compris avant tout le monde, vous avez embarqué tout le monde. Ouais, il faut être déjà très humble. Hein. On reste très humble. Oui, mais moi, je peux le dire. On n'a pas tout compris, on découvre tous les jours. On part juste avec une conviction et un peu d'enthousiasme. Et puis, on essaye des trucs. Il faut rester très, très modeste. Voilà. Mais en revanche, on est convaincu d'une chose, c'est qu'il faut embarquer toute l'organisation. Là, tu disais très bien, Claudia, nous, on a la chance d'évoluer dans un environnement où il y a cet ADN d'innovation, où spontanément, on nous laisse nous exprimer sur des terrains de jeu qui ne sont pas historiquement nos terrains de jeu, parce qu'on a cette idée-là. Mais une fois qu'on a fait ça et qu'il y a des ambassadeurs de haut niveau dans la structure, il faut aussi emmener l'ensemble de l'organisation. Stéphanie, vous racontez les échanges qu'on a eus avec nos équipes comptables.
Mais vraiment, il y a l'ensemble des opérationnels, du marketing, des gens en magasin. On évoquait l'expérience de borne qu'on a menée en juillet sur les 3 Monoprix à Paris, mais on n'aurait jamais réussi sans les équipes de Monoprix, sans les directeurs de magasins, les équipes juristes, de caisse. Tu en parlais tout à l'heure. Si les hôtesses de caisse n'avaient pas été capables d'en parler, ça servait à rien, même si nous on y était un peu. Donc il faut vraiment embarquer tout le monde. Et pour faire ça, en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a commencé évidemment par chercher des sponsors au plus haut niveau de l'entreprise, et c'était important pour qu'on soit bien tous d'accord aussi sur la ligne directrice qu'on donnait, qui ne sont pas juste des convictions personnelles qu'on partage. Hein. Tout de suite, on a été former nos équipes, donc au sein des équipes immobilières, y compris, on en parlait des fonctions dites support, hein, qui chez nous ne sont pas du tout support et sont au cœur de nos projets. Ça a été d'acculturer. Alors on l'a fait par des visios, par des séminaires, on a envoyé les premiers NFT à nos collaborateurs avec du contenu pédagogique, des choses comme ça. Et puis derrière, on a structuré cette démarche. Et là, on lance une Web3 Academy à destination des équipes d'abord internes de Casino, avec une approche pédagogique, structurée, un contenu qui est pas juste sorti de nos inspirations, mais vraiment on s'est fait accompagner de l'organisme de formation Campus, qui est une des filiales de notre groupe, pour pouvoir mettre ça en place avec des thématiques. Et l'idée était pas du tout de faire que de la théorie, mais de vraiment mettre en musique à chaque fois comment on a fait, les enseignements qu'on en a tirés, parce que dans le test and learn, on apprend beaucoup, mais parfois aussi de choses à pas reproduire ou qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout compris avant tout le monde. On est aussi en veille avec plein de super initiatives qu'on voit autour de nous. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est cette émulation, et c'est une matière qui est très vivante. Et donc, cette Web3 Academy qu'on lance, elle a justement pour but de former au-delà des métiers, entre guillemets, naturels sur lesquels le Web3 va forcément avoir un impact, et d'aller regarder tous les métiers de l'entreprise et de pouvoir derrière diffuser ça plus largement. Donc il y a un vrai sujet aussi qui n'est pas uniquement des initiatives et des POC qu'on fait sur quelques sujets, mais qui est comment on transforme de l'intérieur une façon de penser de l'entreprise qui n'est pas tout Web3, parce que ce n'est pas le but, mais qui doit intégrer dans ses façons de travailler cette nouvelle dimension. C'est un peu comme quand on a commencé sa transformation digitale, on a pensé que ça impactait un ou deux départements. Et puis, au fur et à mesure où on avançait en transformant les entreprises, on se rendait compte que c'était transversal, que tous les métiers allaient être impactés et transformés, et que ça n'allait pas se faire en un jour, que ça allait se construire. Et ça a pris 10 ans. Oui, c'est aussi important de le dire, c'est que on est aux prémices, je pense, de quelque chose qui va avoir un cheminement qu'on ne connaît pas encore, mais c'est que le début, et évidemment, tout ça ne se fera pas en 2 mois. Oui, et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit souvent, on donne beaucoup de formations, comme on vous l'expliquait, donc en entreprise, on commence par la top management, et puis souvent, ils nous disent, OK, maintenant, c'est quoi la suite ? On leur dit, ça ne peut pas partir d'un département, parce que le premier département, c'est souvent le marketing, le deuxième département, c'est souvent le financier, et puis c'est tous les autres. Et donc, je dirais qu'en fait, ce qu'on leur explique, c'est il y a eu la transformation réseaux sociaux, e-commerce, et qu'en fait, c'est pas une rupture, c'est la suite logique. Est-ce que le virtual commerce et l'immersif est la suite logique de la relation client, de l'expérience utilisateur et de l'e-commerce ? Certainement que oui, mais encore une fois, comment on y va ? Est-ce que ça va se faire aujourd'hui ou demain ? Non, ça se fait un petit peu tous les jours, et c'est vers ça que ça tend. Et ce que j'aime bien dans votre discours, c'est que la technologie, c'est pas une rupture, c'est une superposition de couches. Et en fait, le client, il doit passer fluidement de l'un à l'autre. Oui. Et aujourd'hui... C'est très vrai. Voilà. C'est très vrai. Je suis vraiment convaincu de ça. C'est-à-dire que c'est peut-être là qu'on peut avoir... Il faut lutter contre des stéréotypes que je vais dire de vieux. À 40 ans, je peux dire de vieux maintenant, mais on mesure, nous, dans le Web3, de plus en plus le gap. Mais pourquoi ? Parce qu'on a vécu cette fracture entre le commerce physique et l'e-commerce qu'évoquait Stéphanie, qu'on nous a longtemps mis en opposition. Alors qu'en fait, c'est très fluide entre les deux. Maintenant, le maître mot, c'est l'omnicanalité. Nous, avec ces discounts et nos 8000 magasins physiques, on le mesure au quotidien. Et c'est la même chose avec le Web3. C'est-à-dire, comme tu le dis très bien, c'est une couche superposée, une extension du parcours client, et tout l'enjeu, c'est la fluidité. Ouais, de l'enrichir. C'est pas des parois étanches, je vais pas faire un peu dans le Web3. Il faut arriver à avoir un parcours client qui soit aussi fluide que possible, d'autant plus parce que nos clients de demain, c'est aussi cette génération de digital native
qui font des réseaux sociaux quand ils jouent à Fortnite et qui font pas que du gaming et qui demain, je sais pas, feront un peu leurs courses en même temps qu'un peu les réseaux sociaux, que le gaming ou qu'une réunion de travail dans un environnement immersif. Et donc en fait, cette image de je veux absolument mettre des cases, le commerce physique, le Web 2, le Web 3, tout ça, c'est pas la réalité de ce qu'on pense être la vie quotidienne de demain. On est incapable de vous dire à quoi ça va ressembler, on se risquerait pas à ça, mais la conviction, c'est que ça doit pas être des environnements cloisonnés. Oui, je partage à 100% ce que tu dis. Et puis la conviction, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur a besoin, donc, comme tu disais, d'avoir une expérience utilisateur fluide, de pouvoir passer d'une plateforme à l'autre, qu'elle soit physique, digitale ou maintenant immersive et virtuelle, mais il a besoin aussi d'avoir des expériences différentes. Je ne vis pas la même expérience en magasin que sur... Et donc, je n'ai pas les mêmes attentes. Mais par contre, le digital a impacté mon comportement. Moi, je le vois, avant Covid, j'étais tout à fait patiente à la caisse d'un magasin. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout patiente. Si j'attends plus de 3 minutes, je dépose mes caisses, mes objets et je m'en vais. Et donc, c'est comment, en fait, c'est fluide, complémentaire, mais comment aussi le comportement sur une plateforme impacte mon comportement sur l'autre plateforme. Et c'est ça qui devient difficile parce qu'en fait, on ne peut... Et ça, c'est ce que vous faites, c'est du test and learn. On ne peut plus se dire, OK, on a compris, on va faire ça comme ça, et ça sera comme ça. Ben non, en fait. Non, et d'ailleurs, ça évolue, et tu vois, ça me fait réagir parce que moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, ah oui, demain, vous pouvez faire des magasins virtuels, ou alors des gens qui me disent, ah mais c'est terrible, le monde dans lequel on va vivre est désormais virtuel, plus personne n'ira faire ses courses, on va devenir tous obèses, on ne bougera plus de son canapé. Et c'est à l'arrivée de Facebook, tout le monde disait qu'on n'aurait plus d'amis. Voilà, alors non, ce n'est pas le monde que nous préparons chez Casino en tout cas. Je tiens à mettre un énorme disclaimer. Non, vraiment, c'est pas ce qu'on veut faire. Moi, je reste à titre personnel, et c'est des convictions qu'on partage un peu plus largement chez Casino, que je reste convaincue que le digital twin, donc en gros le fait de copier exactement ce qu'on a dans le monde physique et on va le faire en virtuel, ça peut être valable pour certains secteurs, ça peut être valable, je dis n'importe quoi, mais pour visiter un immeuble virtuellement, parce que en période Covid, on était quand même bien content d'avoir du virtuel pour quand même continuer certaines activités. Mais en tout cas, sur ce que nous, on est en train de proposer aux clients, non, on cherche pas à faire passer du tout physique au tout virtuel. C'est absolument pas le sujet. Et l'intérêt, et un des intérêts, si on parle de metaverse, de ce que les plateformes proposent aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de règles physiques. On peut faire des immeubles qui s'embrasent sans jamais se consumer réellement. On peut faire des immeubles qui coulent et qui sont une fontaine perpétuelle. On peut faire des choses qui flottent. On peut avoir des individus qui ont 8 jambes si on a envie. Enfin voilà, on a un infini de possibilités qui est assez intéressante d'un point de vue créatif. Mais au-delà de ça, on peut enrichir une expérience et l'augmenter virtuellement, ce qu'on ne pourrait pas avoir dans un monde physique. Mais si vous le faites une fois, et le sujet n'est qu'une fois pour aller, en gros, s'amuser une fois avec une expérience, c'est bien, mais ça fera l'effet d'un musée ou d'un parc d'attractions où vous venez une fois, vous vous amusez bien, vous avez passé un bon moment, on ne va pas y retourner tous les jours et il n'y a pas vraiment d'usage derrière à part le fun. C'est déjà très bien, mais ce n'est pas ce que nous, on vise. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment le lien entre tous ces mondes-là pour rendre un parcours réellement utile dans ses journées, dans son usage. Et c'est pour ça que même le jeu qu'on a créé sur le Club Leader Price, il a les quêtes qui sont un vrai jeu comme on peut le faire quand on joue même un jeu de société ou autre. Mais au-delà de ça, le fait de trouver les QR codes qui donnent des réductions, en fait, c'est pas la quête. Ça, c'est en plus. Et c'est ce qui donne de l'enjeu au jeu. C'est ce qu'on appelle la gamification de l'expérience. Et en fait, ça, c'est des choses qui vont être amenées à évoluer. Et le but n'est pas de faire quelque chose de statique qui est exactement ce que vous trouveriez, sinon il n'y a aucun intérêt. En fait. C'est quelque chose qu'on trouve tout le temps, la gamification dans le Web 3. C'est un leitmotiv. Mais plus largement, la clé, je pense, c'est vraiment la valeur. La question qu'il y a, c'est... qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans ? Enfin, les enseignements que nous, on a sur nos modestes POC à ce stade... Ce que j'appelais utilité, c'est la valeur derrière. Le déclencheur, le trigger, c'est quelle est la proposition de valeur là-dedans ? Et à ce stade, c'est généralement quelle est la proposition de valeur pour moi à court terme ? Parce que, effectivement, les gens, pour qu'ils franchissent le pas, il faut qu'assez vite, il y ait une proposition de valeur. Ça peut être promotionnel, financier, ça peut être expérientiel, du fun... Mais il faut être capable de répondre à cette question-là quand vous achetez un terrain, quand vous proposez quelque chose.
il faut que ça parle, sinon vous emmènerez pas les gens. Mais c'est pas spécifique au Web3, c'est juste que comme le Web3 c'est nouveau, le pas coûte un peu plus, donc il faut que la valeur derrière elle soit un peu plus élevée pour arriver à modifier. Mais vous retrouverez cette question-là tout le temps. Alors nous, on trouve que vous êtes des pionniers aussi dans le domaine de la crypto-monnaie, puisque maintenant, on va en parler, parce qu'on a évoqué le stablecoin. J'ai une question avant. Claudia a une question avant. Moi, j'avais une question avant aussi. On prend toutes les questions. Par rapport à la crypto. Donc, moi, j'ai vu que vous étiez en Argentine, au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en France, évidemment, en Uruguay. Donc, ça fait de vous une société internationale. Donc, je vous invite, vous, Stéphanie et Nicolas, et évidemment tous les auditeurs qui nous écoutent, à écouter le podcast qu'on a enregistré avec Alexandre Stachenko, qui a dit un truc, mais moi j'ai l'impression d'avoir pris la foudre quand il a dit ça, qui expliquait le cas de McDonald's et de Starbucks, qui, de par le fait qu'au Salvador, ils ont été obligés de changer leur process financier pour pouvoir accepter, parce qu'ils devaient accepter donc, que vous puissiez payer votre cappuccino en bitcoin. Et il parle de la résistance du département financier qui dit non mais le bitcoin, vous savez, c'est pour le blanchiment d'argent, etc. Et puis à un moment donné, donc, par obligation, ils l'intègrent dans leur process. Et évidemment, il ne faut pas la révélation, parce qu'ils se disent mais enfin... On ne m'avait pas dit ça. Je peux faire des transactions internationales à moindre coût et quasiment en instantané. Mais pourquoi est-ce qu'on m'avait caché ça? Et donc, ils se mettent à faire leurs transactions internationales en Bitcoin. Et donc, les projets NFT de McDonald's et de Starbucks sont secondaires, sont ricochets. Donc, on n'est pas parti du NFT, on est parti du Salvador qui les oblige à accepter le Bitcoin. Et donc, moi, je me disais, tiens, au fond, vous, est-ce que c'est alors peut-être que vous ne pouvez pas en parler, donc vous pouvez faire semblant et me raconter n'importe quoi après, mais on fait pas semblant. Si on peut pas, on peut pas. C'est pas l'ambiance du podcast. Voilà. Non, je crois. C'est une question que je me pose. C'est pas le deal. Exactement, c'est pas pour ça qu'on avait signé. Et donc c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé, vous dire tiens au fond on va utiliser le Bitcoin pour nos transactions internationales et pour fluidifier nos process financiers? Alors non pas le Bitcoin. C'est pas des choses qu'on fait. Clairement aujourd'hui. Après, on regarde un peu toutes les opportunités. Et alors, très fort, parce que tu fais le trait d'union avec ce que Benjamin voulait dire tout à l'heure en nous parlant du LUG, mais typiquement un actif numérique comme le LUG, qui est pégé à l'euro et qui est adossé 100% fiat, pourrait être un très bon support à des transactions transfrontalières. On rétropédale. Qu'est-ce que il faut expliquer le LUG? Le LUG, le stablecoin. Donc un LUG égale 1 euro. Alors, LUG, c'est la société qui est... mais avant ça, c'est un dieu gaulois. Et comme on est franco-français quand même et un peu chauvin, on aime bien le dire. Ce nom, c'est quand même le dieu gaulois du commerce. C'est le Hermès du commerce. Pas mal. Chez les Gaulois. Donc, c'est la société qui est enregistrée PSAN, qui a créé un actif gestionnaire d'actifs numériques, PSAN, qui s'appelle l'EURL et qui est un actif qui est pégé sur l'euro, donc qui vaut toujours 1 euro adossé. Et qui est 100% collatéralisé en fiat, c'est-à-dire que chaque fois qu'on crée un EURL, on dépose 1 euro sur le compte séquestre de la Société Générale. Et je lis que ça a été lancé par le groupe Casino en partenariat avec CoinHouse, avec qui on a enregistré. Oui, tout à fait. En fait, on a fait... et Société Générale. Partenaires avec la Société Générale et avec CoinHouse aussi. Vous pouvez avoir des EURL sur CoinHouse. Ouais, ce qui concrètement veut quand même dire que contrairement à certains stablecoins qui avaient été présentés comme stables et qui en fait étaient juste indexés sur des monnaies elles-mêmes pas forcément stables, volatile en tout cas, cette monnaie-là, l'EURL, cette crypto-monnaie, permet d'assurer quoi qu'il arrive, la stabilité où un EURL sera toujours égal à 1 euro avec quelque part une réserve d'euros sur un compte en banque classique et ce qui assure un système absolument fiable. Ouais. Précisons que EURL, donc c'est EUR comme euro et le L, c'est le L de LUG. Donc en fait, c'est le code de cette crypto-monnaie, le ticker comme on dit. Moi j'ai une question là-dessus parce que nous on donne beaucoup de formations et à chaque formation on parle de votre stablecoin pour dire que c'est une véritable innovation pour un groupe comme Casino et c'est peut-être une perspective commerce parce que
allez, dites-moi quoi. Ce Loog, cette crypto-monnaie, elle va servir aux consommateurs pour peut-être gagner des points, j'imagine, et dire aux consommateurs les points que vous avez gagnés, rendez-vous compte, c'est un stablecoin qui peut s'échanger, qui peut s'offrir à quelqu'un qu'on aime, qui peut s'échanger sur les marchés crypto, et qui pourrait même s'échanger contre du Bitcoin ou de l'Ether. C'est-à-dire qu'on pourrait même gagner finalement une sorte d'argent en faisant ses courses chez Casino, ce qui est quand même dingue quand on y pense, quoi. Alors, déjà, il y en a déjà en circulation en B2B aujourd'hui, aussi, hein. Aujourd'hui, on n'a pas de l'URL quand on fait ses courses chez Casino ou quand on peut pas payer en URL chez Casino, hein, pour être tout à fait transparent. En revanche, c'est effectivement un actif numérique qui peut s'échanger chez CoinHouse par exemple contre d'autres actifs numériques. Et après, il y a plein de cas d'usage qui sont possibles, qu'on peut imaginer à terme. Alors aujourd'hui, pas nécessairement dans les cartons, mais ça fait partie des possibles, de même que les paiements transfrontaliers, justement, instantanés, à faible coût, sur des groupes internationaux, ça peut être un axe de vraiment intéressant à creuser. Ou sur la carte fidélité, la carte fidélité pourrait recevoir. Oui. Après, ça peut être un support à la fidélité, de la même manière que certains NFT peuvent être des supports à la fidélité. Après, un truc intéressant. On peut faire plein de choses. Après, peut-être un truc intéressant à souligner, je pense, c'est que contrairement à d'autres monnaies qui ont été à l'époque crypto-monnaies qui ont été conçues pour être la monnaie d'échange d'un univers, typiquement on parlait de Sand, qui est la monnaie de The Sandbox. On peut parler des Centraland, pareil, qui a créé sa monnaie, etc. Et donc, les échanges se font à l'intérieur de cet écosystème dans leur monnaie. Nous, la façon dont Lug est conçu, pensé et le business développement derrière, c'est absolument pas une monnaie du groupe Casino pour le groupe Casino et les usages des enseignes Casino. Ça, c'est super important de le dire. C'est entre guillemets une vraie crypto-monnaie utilisable par tout le monde, par toutes les enseignes qui demain veulent l'utiliser, et ce qui permet d'assurer le fait qu'on reste sur des référentiels que le client comprend et connaît en Europe. Moi, j'ai plus de difficultés à raisonner en dollars ou en Ethereum ou en Ether ou en n'importe quelle autre monnaie ou en Bitcoin quand je veux demain faire des choses de la vie quotidienne, que j'ai des facilités à raisonner en euros. Donc le fait de rester sur un référentiel qui parle aux gens, c'est quand même aussi intéressant pour des enseignes qui voudraient développer quelque chose avec des crypto-monnaies, et le fait de s'assurer qu'il y a une volatilité qui est annulée, et c'est ce qui peut beaucoup faire peur, soit à des enseignes, soit à des clients dans les sujets de crypto-monnaie, ça, nous, on l'offre finalement. Et c'est pas une monnaie pour nos enseignes uniquement. Oui, tu veux dire que les NFT, peut-être à l'avenir, pourraient être achetés plutôt en Loog, plutôt qu'en Ether, qui fait tout le temps comme ça, des hauts et des bas? C'est ça, enfin. Oui, c'est un peu ce que c'est le cas. En fait, aujourd'hui, on a des partenariats avec des zones ramp type MoonPay, Monde Pèlerin, Vert, avec lesquels ça sert de support. Aujourd'hui, il y a des cas d'usage sur du Lug qui peuvent être sur certaines personnes du Web3 du hedging, typiquement ce que vous évoquiez avec CoinHouse, la possibilité de se hedger en euros, des on-ramp comme on vient d'évoquer. Sur du cross-border payment, on le fait... Nicolas, tu vas perdre nos auditeurs. Parle français. Pardon. Sur des paiements transfrontaliers, on a Edjara. Donc, il y a ces cas d'usage. Donc, qui ne sont pas des cas d'usage qui sont directement dirigés vers le magasin et encore moins vers les magasins Casino. Et puis, ces cas-là, même s'ils peuvent s'envisager, ils soulèvent énormément de problématiques aussi. Encore une fois, nous on est un groupe coté, régulé, le Lug aussi évidemment réglementé, on est enregistré PSAN, et on est très vigilant à tous ces sujets-là, il faut y aller progressivement, surtout quand à terme vous voulez vous adresser à votre clientèle mass market, donc il faut faire très attention à tout ça, mais il y a déjà beaucoup de cas d'usage live. C'est pas une crypto que j'achète pour spéculer. Ah non, mais pas du tout, de toute façon, elle est payée sur l'euro. Donc, en revanche, tu peux l'acheter pour cristalliser des gains que tu as pu faire sur une monnaie, elle, plus spéculative ou des crypto-actifs, quel qu'il soit, en te disant j'aimerais bien quand même revenir à un système où c'est en euros et je suis sûr de plus perdre ou gagner, mais là tu prends le risque de fixer la valeur. Et donc en achetant de l'URL, ça te permet de fixer de la valeur sur de l'euro, et là, quoi qu'il arrive, tu sais que tu as une parité absolue entre ce que tu as gagné et l'euro. Et on n'est pas taxé. Il n'y a plus de risque de
taxé. Si tu veux te couvrir, te hedger cristalliser des gains, tu peux... et cristalliser des gains en restant dans un univers de crypto-monnaie sans passer par le fiat et la taxation, etc. Ça peut aussi être un des intérêts. Il y en a plein en fait des use cases possibles sur le LUG et on les développe. Oui, il y a plein de. Il faut que les gens réalisent que sur les stablecoins dollars, il y a actuellement 150 milliards de dollars qui sont bloqués dans des stablecoins. Enfin, en gros, il y a 150 milliards de dollars de stablecoins dollars. Euro, c'est rien du tout parce que personne s'y est mis à part vous et un peu Jarvis qui fait. Enfin bon, bref, il y a quelques expériences sur l'euro. Il y a quelques expériences. Mais comme dit Stéphanie, il faut que les gens sachent que quand on a fait du profit sur Bitcoin ou sur Ether, enfin, pour l'instant, on fait pas de profit, mais quand dans quelques temps on fera du profit, dans le passé, il y en a, et puis dans l'avenir aussi, et ben au lieu de transformer ces crypto-monnaies en euros et là d'être taxés par l'État, on les transforme en stablecoin et comme ça, on récupère sa mise en fait, on récupère son profit. Mais la question c'est est-ce que je pourrais aller faire mes courses à un moment donné ? Et après, ouais. Bah, ça, on verra. Alors, ça sera pas demain, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ça fait partie des cas d'usage qui peuvent être envisagés. Donc, c'est pas sûr avant de faire ses courses, priorité. Non, avant de faire ses courses, il y a d'autres étapes qu'on peut développer et on va passer par étapes. Bah, les NFT. Imaginez ce chemin-là. Ouais. C'est un chemin qui est finalement très long, où il y a beaucoup d'étapes absolument clés à valider. Et le fait que ce soit très long, c'est assez compliqué de se lancer un tel objectif dans un environnement aussi mouvant que le Web3. Tout à l'heure, on se disait le site Monoprix à 9 mois. 9 mois, c'est une éternité. Quand on voit ce que le Web3 a fait durant ces 9 mois-là, se dire j'ai un projet de développement à 12 mois, finalement, ça paraît presque une aberration. Donc, c'est aussi pour ça que se dire d'emblée, je suis sur un cas d'usage aussi long, aussi complexe, à mon sens, ne doit pas être la priorité. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on guide notre action. On est plutôt par des petits pas pour construire des cas d'usage de plus en plus complexes. Vous l'avez vu, en fait, on a un écosystème où on est sur du B2C, Metaverse, NFT. Là, on parle un peu stablecoin. Nous qui venons de l'immobilier, on est convaincus qu'il y a beaucoup de cas d'usage B2B, notamment sur la financiarisation, la monétisation des actifs immobiliers qui peuvent aussi faire partie de ce spectre. On essaye de faire des POC un peu sur chaque truc. Et l'enjeu, après, c'est de relier ces use cases-là pour faire des use cases. Des POC, des proof of concept. Ouais. Ah oui, pardon. Des tests concrets, grandeur nature, je dirais, où on voit comment ça marche et on apprend beaucoup. Alors, par exemple, c'est un peu ça notre approche. Un truc tout bête, les bornes dont on vous parlait tout à l'heure, on en a mis dans 3 magasins. Ça, c'est un test qui a fonctionné, on en est très satisfait. Après, il y a une autre étape qui est si demain on voulait équiper la totalité de nos magasins en France, c'est pas pareil de faire 3 tests avec des équipes formées dans 3 magasins et que de le faire sur l'échelle nationale. Donc, la scalabilité, c'est-à-dire le fait de diffuser vraiment très largement dans l'ensemble de nos points de vente, c'est un enjeu. Et de la même façon, pour répondre et compléter la réponse sur la partie est-ce que je pourrais payer demain en EURL, donc avec LUG, mes courses, il y a d'autres étapes avant et en fait nous on ne veut pas surpromettre et dire qu'on va tout de suite aller très loin, il faut y aller par étapes et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en attendant et en parallèle. Et il y a un sujet qui nous anime beaucoup, c'est comment on construit au-delà de ces tests, à chaque fois, c'est des prétextes en fait pour créer un écosystème et une infrastructure de l'entreprise qui doit se doter des outils pour pouvoir demain, à 12, 24, parce qu'on a quand même une vision long terme et pas uniquement de coup de barre, le but c'est quand même de, à long terme, avoir construit petit à petit cet écosystème qu'on vient corriger grâce à nos tests pour pouvoir, le moment venu, avoir tout qui est en place si on doit développer tout de suite des use cases, cette fois-ci majeurs et scalables. Et donc, c'est un peu ça, nous, la démarche, c'est de dire, en fait, on sait qu'il y a des choses très long terme et aujourd'hui, c'est pas ça qu'on attaque. Aujourd'hui, on attaque la façon dont, dans l'entreprise, on arrive à mettre en place des écosystèmes. Un exemple tout bête, quand on a créé les NFT Leader Price, un des enjeux, ça a été de dire comment je relie ça à ma base client. Ma base client digitale qui n'était pas Web3, elle n'avait pas été conçue au départ pour accueillir des champs de Web3 et de qui a quel NFT et comment ça fonctionne. C'est quelque part parfois plus facile de partir d'une page vierge et de créer un environnement Web3 de nouveaux clients qu'on va chercher, plutôt que de prendre un existant. Nicolas le disait, le groupe Casino, c'est 120 ans d'histoire, donc c'est 120 ans de process et de choses déjà existantes. Et c'est pas évident de faire migrer tout ça. Et donc, il y a une base pas que digitale, mais d'infrastructure. On a parlé des mentalités, du changement, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire pour que dans cette vision long terme, on construise la valeur, pas uniquement au niveau des tests et des use cases, mais au niveau de ce qu'on met en place de l'entreprise et de son savoir-faire, y compris technique.
Ouais. Et en parlant de savoir-faire et de scalabilité, j'ai vu sur votre site que vous étiez très engagé sur vos engagements RSE. Oui. Et donc, est-ce que ça fait partie de votre réflexion, intégrer de la blockchain pour évidemment améliorer les process, améliorer l'expérience utilisateur, on en a parlé, mais aussi aller toucher vos engagements RSE? Oui, on pense que ça peut être aussi un axe qui nous permet de creuser ces sujets-là. On essaye de l'appliquer directement au développement qu'on fait parce que on parlait de l'URL qu'on avait par exemple développé sur Tezos au début. On est évidemment allé sur Ethereum, mais on a développé sur Polygon. Donc voilà, on essaye aussi d'être sensible sur ces sujets-là. On pense que ça peut être aussi un support sur des sujets RSE que le groupe porte. Demain, en termes ou de communication, de pédagogie là aussi, qui peut servir à apporter un certain nombre d'actions. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu as des sujets en tête, mais en fait, c'est aussi un truc plutôt que RSE, moi je parlerais même d'ESG, qui est en plus englobant. Il y a aussi un sujet de gouvernance derrière l'ESG que la dimension pure RSE ne porte pas. Et je trouve qu'en fait, c'est aussi comme ça que nous, on envisage les projets blockchain en général qu'on a, qu'ils soient Web3 ou crypto. C'est de se dire, en fait, comment on peut aussi réintroduire... Alors, on ne va pas s'en cacher, on est une entreprise centralisée, bien sûr, mais comment on peut réintroduire des espaces de décentralisation, des espaces de partage de décisions, parfois, de pédagogie. On l'a fait avec la Web3 Academy, etc. Mais comment on peut aussi réintégrer au niveau de l'entreprise, en tant que marque employeur, des espaces de décentralisation de certaines décisions. Peut-être demain de faire voter des clients sur des sujets comme ça avec une vraie DAO sur des mini-projets. Et comment derrière, on peut aussi utiliser ça pour des causes qu'on défend et qui nous sont chères et qui sont plus nobles que juste se dire on développe de la blockchain, quoi. Enfin, voilà. Et donc, là-dessus, on l'avait fait. On l'a fait sur avec les NFT Monoprix, voilà. On avait reversé les bénéfices à la fondation. En fait, on avait, comme les NFT, le projet des bornes qu'on avait fait en magasin, on avait voulu aller tester des collections de NFT déjà existantes. Le but n'était pas de créer nos NFT cette fois-ci, c'était plutôt de dire, nous, notre rôle, on est distributeur. Et moi, quand nos enseignes vendent des moutardes, on va vendre des moutardes qui ne sont pas forcément créées par le groupe. On peut avoir des marques à nous, c'est le cas des NFT qu'on a minté, donc on a créé, mais il y a aussi des moutardes qu'on a achetées à des fournisseurs. Et donc, on porte un stock qu'on va vendre. Ça nous paraissait intéressant de se dire, est-ce qu'on est capable, même, on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue DAF, Compta, etc., de porter des stocks de NFT, ce qui est quand même un vrai sujet dans une entreprise comme la nôtre. Donc, on a été porter des petits stocks de NFT à vendre, et la collection qu'on avait, avec laquelle on avait collaboré portait sur des adolescents un peu rebelles, un peu en marge de la société. Et ça nous paraissait intéressant, et surtout dans l'ADN du groupe, on est très actif sur ce qu'on appelle la Fondation Casino, qui aide des jeunes en difficulté à se réinsérer via le théâtre, avec tout un tas d'associations avec lesquelles on travaille derrière de façon assez discrète. Le groupe est très actif là-dessus. Et donc nous, par exemple, on avait pris l'engagement, tous les bénéfices de l'opération, de les verser, quoi qu'il arrive, à cette fondation, puisque le but n'était pas d'enrichir le groupe Casino avec ses tests, mais plutôt de servir cette cause. Et donc, ça nous paraissait aussi en lien avec les engagements du groupe, en matière RSE au sens large, et évidemment un lien avec l'opération et nos métiers. Ouais. Mais quand je posais ma question, je pensais à votre opération avec Cdiscount, où là, l'objectif, c'était d'aller améliorer la supply chain. Et on sait qu'en améliorant la supply chain, on a des impacts sur... puisqu'évidemment, moins de colis... Oui, on peut en parler. Voilà. Ouais. En fait, Cdiscount est une enseigne qui, très très tôt, avant même le Covid, avait déjà intégré la blockchain dans un dispositif vraiment logistique, grâce à notre partenaire Honest. En fait, l'idée, c'est de tracer sur la chaîne logistique les colis à partir d'une certaine valeur pour s'assurer que via la preuve de dépôt et non plus via le colis physiquement, la preuve de dépôt, en fait, est un NFT qu'on se passe, un peu comme une patate chaude. Ça trace la responsabilité et pas le colis. Ça trace la responsabilité et pas l'objet. Et en fait, en traçant la responsabilité et pas l'objet, on a des chiffres qui sont très bons sur le fait qu'il y a moins de pertes ou de vols, ou on ne sait pas trop où partent certains colis. Et donc, ça assure pour l'entreprise un gain immédiat, évidemment. Pour la fiabilité aussi des fournisseurs et des prestataires avec lesquels on travaille, c'est aussi la professionnalisation du métier. Ils peuvent montrer qu'ils travaillent bien, mais d'un point de vue planète, c'est aussi des colis perdus qu'on renvoie, des cartons, etc., qu'on arrive à éliminer. Ouais.
Et puis il y a la gestion aussi même des matières qui servent à la livraison, les palettes, etc. Donc ça, on devrait presque faire un deuxième podcast rien que pour ce sujet parce que c'est énorme. Je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, on a fait un tour d'horizon. Énorme tour. On voit à quel point vous avez quand même initié beaucoup de choses, beaucoup de test and learn justement dans plein de domaines. Donc c'est vraiment fascinant. Donc Stéphanie Zolesio, merci déjà beaucoup. Moi, encore une toute petite question. Vous donc 21, pas de connaissances. À l'aube donc de l'année 23, vous vous sentez comment? Toujours tout petit dans ce secteur-là qui nous dépasse. Oui. Et plus enthousiaste que jamais, je dirais, parce que aujourd'hui, on voit que notamment le Web3 souffre beaucoup. À cause du bear market, on redescend un peu sur terre. On se disait tout à l'heure qu'on était un peu vieux, pas assez vieux pour avoir vécu la révolution Internet, mais on a quand même le sentiment que après cette phase d'euphorie, il y a un moment où les choses retombent, je dirais assez logiquement. Ça s'assainit, c'est normal. Mais c'est dans ces moments-là où il faut continuer de travailler sur les sujets pour être prêt ou pour le moment où justement les gens seront là et où il y aura vraiment de la valeur. C'est là maintenant qu'il faut construire les infrastructures. Donc je dirais plus enthousiaste que jamais. Il faut pas dévier de sa route. Il faut continuer à creuser notre sillon et peut-être insister sur un point, c'est échanger, partager, rencontrer. Donc merci de nous offrir cette opportunité-là parce que c'est vraiment un truc qu'on a adoré dans les mois qu'on passe dans la communauté Web3, c'est déjà d'avoir été si bien accueillis, vraiment, parce que effectivement, nous on vient de l'immobilier et de la distribution, spontanément on se dit qu'il n'y a pas plus éloigné quand même, et on a toujours été accueillis, je dirais, extrêmement chaleureusement par les gens. On a vu qu'on pouvait avoir des échanges et que, à part faire un podcast, mais que en tant que professionnel de l'immobilier, on pouvait aussi amener des choses, des réflexes à des gens qui pensent l'immobilier sur un monde virtuel mais qui ne pensent pas avec des réflexes d'immobilier. Donc on a aussi des choses à amener, on a des choses à amener aussi avec nos réflexes d'acteurs régulés, cotés, qui sont capables d'expérimenter et d'envoyer un feedback qualifié, je dirais. On est rompu à ces environnements-là, donc on sait aussi l'intérêt qu'on peut y trouver et donc on pense modestement que le feedback qu'on peut renvoyer là-dessus peut aussi servir le régulateur dans toutes les évolutions qui seront nécessaires. Donc on veut aussi participer de ça. On fait partie d'un certain nombre d'associations de think tanks sur ces trucs-là pour partager. Donc voilà, le partage nous a beaucoup animé ces derniers mois et plus que jamais en 2023 nous animera. Donc on est super heureux de pouvoir commencer l'année avec vous là-dessus. Bon, vous le voyez en un mot, on est énergique. Et alors, bien sûr. Il faut l'être. Oui, et je te rejoins tout à fait, Stéphanie. C'est que je parle pour moi, je ne parle pas pour Benjamin, mais moi, plus j'apprends et plus je mesure l'étendue de la matière, et plus je me dis, mais en fait, je connais rien, je dois continuer à enregistrer, je dois apprendre. On est au début, à tel point que parfois on me demande de faire des conférences, je dis à Benjamin, mais qu'est-ce que je vais raconter, je connais rien. Et puis après, je monte sur scène et ça déroule tout seul. Mais chaque fois, j'ai ce réflexe de dire, mais en fait, je ne connais rien. Et ça, mais c'est ça qui est génial. Parce que, il y a la montagne qui est encore devant, mais chaque centimètre de gagné, il est aussi très jouissif. Et se dire, il nous reste tout ça à faire, c'était génial, j'ai encore tout ça sur le chemin. Enfin, nous, c'est aussi un des trucs qui drive, pas juste nous deux, c'est toutes les équipes. Le côté pionnier, on fait partie peut-être des pionniers, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est de se dire on a encore tellement à découvrir et à inventer. Non, c'est génial, c'est génial. Eh bien, on vous remercie. C'était très riche, très dense, c'était passionnant. Et on voulait annoncer à nos auditeurs, on ne l'a pas fait sur les réseaux, on a été très discret, mais fin d'année, on a fait le bilan. Et on s'est dit, en fait, on a un peu analysé les feedbacks remontants. Et on avait beaucoup de demandes de soutien. Et on s'est dit, soutien, on n'a pas vraiment besoin de soutien. Et puis finalement, on s'est dit, mais oui, on a besoin de soutien. On a toujours besoin de soutien parce que ça entretient l'enthousiasme et l'envie d'avancer encore plus loin, plus fort. Et donc, on a créé une collection NFT. Et on s'est dit, sur Uncut. Et donc, on s'est dit, mais en fait, on ne va pas communiquer, mais on va en parler au fur et à mesure sur le podcast. Et nos auditeurs les plus fidèles, parce qu'on a des auditeurs qui écoutent tous les podcasts jusqu'au bout, on s'est dit, s'ils ont envie d'apporter notre soutien, on en a des vraiment pas chers déjà à partir de 20 €. Et puis on a des de plus en plus chers avec différents avantages et services. Même un déjeuner avec nous et du coaching.
Ouais, et du coaching en one-to-one. Top. Bon, voilà, donc Nicolas, si vous voulez déjeuner avec nous... Moi, je vais aller regarder ça. Avec plaisir. Et Ça donc- fait le trait d'union, c'est top. Voilà, Bravo. exactement. C'est sur le site uncut.fm, uncut.fm. Oui, c'est surtout sur notre site à nous, donc Et notre site. nftbusiness.tech, où on a ajouté un onglet NFT, donc on sera ravis. Et en plus, on a créé un groupe WhatsApp. Alors je sais, certains diront WhatsApp, mais c'est pas Web3, il fallait Discord. Mais moi, je suis désolée, Discord, j'ai plus l'âge. Ou Telegram d'ailleurs. Hein, Ouais, ça marche voilà. bien Donc Telegram. on s'est dit, on commence par WhatsApp, et on a une petite communauté là très chouette qui échange pas mal de tips. C'est très dynamique, très chouette, très riche. Donc voilà, vous aurez le privilège d'entrer dans notre communauté WhatsApp et vous serez les Avec bienvenus. grand plaisir, merci. Ouais, avec plaisir. Et bravo pour l'initiative. Voilà, Ouais, bravo. merci à Merci à vous, vous. et on vous prévient dès que c'est en ligne, on vous tag sur les réseaux et voilà, ça sera dans notre newsletter. Là aussi, il y a un petit onglet sur le site où vous pouvez mettre votre adresse mail. Et on vous dit à bientôt, bonne écoute à tous. Merci beaucoup. À bientôt, Au merci revoir. pour l'invitation. Au revoir.